Je pense qu'ils ont interviewé peut-être 100 PDG ou quelque chose comme ça. Et ils leur ont demandé ce qu'ils préféraient, des impôts plus bas ou une réglementation moins stricte. Et presque chacun d'entre eux a dit une réglementation moins stricte. Et je pense que cela en dit long sur la direction dans laquelle nous devons aller. Et c'est super d'entendre qu'ils vont, espérons-le, dans cette direction. Je veux revenir à la courbe des rendements parce que beaucoup de gens, vous savez, nous comprenons comment cela prédit généralement une récession. Et généralement, quand vous avez un cycle de baisse des taux de la Fed, ils baissent les taux en raison d'une croissance plus lente. Et cette croissance plus lente conduit généralement à ce qu'on pourrait appeler un PIB réel négatif pendant quelques trimestres et à une poussée d'inflation. Nous savons tous ce qui se passe. Vous aviez l'exception du milieu des années 90, mais toute la courbe n'était pas inversée. Donc je pense que c'est un peu comme comparer des pommes et des oranges. Mais c'est très difficile à ce moment-là. Évidemment, je me suis trompé là-dessus. Je pensais que cela se serait produit dans les 2 ans, que le rendement à 2 ans était inversé. Mais je regardais l'écart à terme à court terme l'autre jour et la Fed. Je pense que c'est en fait leur métrique préférée. Ce n'est pas le rendement à 3 mois comme j'ai lu sur CNBC. Et j'ai remarqué cet écart à terme à court terme et je ne sais pas si la Fed fait cela, mais ils ont comme une moyenne mobile sur 90 jours. Et si vous regardez cette moyenne mobile sur 90 jours, elle est presque exacte par rapport au début, année 1970, en ce qui concerne non seulement la prédiction de la récession, mais aussi en étant un bien meilleur mécanisme de timing, car généralement, vous obtenez la contraction une fois, qu'elle se réinverse, alors qu'avec le rendement à 2 ans et à 3 mois, cela peut être un peu chaotique, comme nous le disions plus tôt. Alors, peut-être qu'est-ce que l'écart à terme à court terme? Est-ce en fait l'indicateur préféré de la Fed? Et qu'en pensez-vous? Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'attention portée à la forme de l'inversion de la courbe. Il y a différentes choses comme, vous savez, 2 rendements, le rendement à 3 mois et des choses tournées vers l'avenir. Et donc, je veux prendre du recul et je veux parler de ce que je pense, disons, qui cause ces mouvements et pourquoi, en ce moment, je ne prêterai pas trop attention à cela. Tout d'abord, encore une fois, ce qui détermine les taux à court terme, c'est essentiellement ce que fait la Fed. D'accord? Le marché essaie d'anticiper ce que la Fed va faire, disons, au cours des 2 prochaines années. Et c'est vraiment ce qu'est le rendement à 2 ans. Et quel est votre rendement à 10 ans? C'est ce que le marché pense. Le chemin du taux d'intérêt de la Fed au cours des 10 prochaines années, plus certaines dynamiques d'offres et de demande, n'est-ce pas? Disons que le Trésor, s'il devait soudainement émettre beaucoup de dettes à 10 ans, vous savez, cela exercerait une pression à la hausse sur les rendements. Vous savez, une plus grande offre fait baisser les prix. Donc, historiquement parlant, quand vous voyez la courbe s'inverser, disons que le rendement à 2 ans ou, vous savez, le rendement à 3 mois est plus élevé que le rendement à 10 ans, ce que cela signifie, c'est que le marché anticipe que la Fed va réduire les taux dans les mois à venir. Alors, pourquoi la Fed réduit-elle les taux? Pourquoi la Fed va-t-elle réduire les taux dans les mois à venir? C'est parce que le marché perçoit qu'il va y avoir un ralentissement économique. La Fed va devoir réduire les taux. Donc, en un sens, quand vous avez une courbe inversée, le marché devine que la Fed va réduire les taux dans les mois à venir, probablement en raison d'un ralentissement économique ou autre. Maintenant, c'est essentiellement ce que cela signifie. Et parfois, le marché a raison et parfois il a tort. Maintenant, rappelez-vous, au cours des dernières années, nous avons vu toutes sortes d'inversions et des choses comme ça, toutes sortes de prédicteurs de récession. Mais la récession n'est tout simplement pas encore arrivée. Donc, je pense que nous devrions nous concentrer moins sur la forme de la courbe comme un signal pour l'avenir en ce moment. C'est parce que nous vivons une période de grands changements. L'ensemble de l'ordre économique mondial est en train de changer. Comment la politique fiscale est menée est en train de changer, n'est-ce pas? Rappelez-vous, nous avons eu un record historique, 6%, un record de déficit fiscal en période de non-récession sans guerre au cours des dernières années, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de choses sont en train de changer. L'avenir ne ressemblera pas au passé. Et donc, beaucoup de personnes sur le marché qui ont parié dans ce domaine vont utiliser un manuel qui est obsolète. Donc, je ne me concentrerai pas trop sur la forme de la courbe aujourd'hui. Je pense que cela fonctionnera une fois que nous serons revenus à un nouveau paradigme que tout le monde comprendra. Mais en ce moment, je pense que tout est incertain. J'ai une opinion différente parce que je considère les déficits comme un exemple. Je connais beaucoup de gens, et je ne dis pas que c'est votre point de vue, mais beaucoup de gens disent qu'il est presque impossible que les États-Unis entrent en récession
quand on a des dépenses déficitaires à, disons, 6% du PIB. Mais si vous regardez avant la crise financière mondiale, c'était de 3 à 4%. Donc, ce n'est pas comme si c'était, vous savez, 1% ou que nous avions un excédent ou quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, nous avons ce énorme, colossal déficit. Et puis aussi, j'essaye de réfléchir à pourquoi la partie longue. Je veux dire, vous y êtes presque. Une pas trop sur la façon de le dire, c'est que les attentes de croissance et d'inflation sont en déclin. Et donc, si vous êtes une banque, un fonds spéculatif ou un fonds de pension, vous vous dites, regardez, j'ai de la capacité sur mon bilan. Qu'est-ce que je vais en faire? Donc, j'ai quelques options différentes. Et à la fin de la journée, tout est une question de risque et de récompense. Donc, si vous dites, d'accord, ici, j'ai une opportunité à 6%, mais je dois prêter dans l'économie réelle ou dans l'économie mondiale, quelque chose comme ça, mais j'ai le risque X, Y, Z, ou je peux simplement acheter une obligation du Trésor à 10 ans à 4,5%, 5%. Donc, c'est un rendement plus bas, mais après tout, c'est une question de risque. Donc, à mesure que le risque augmente, il devient plus logique d'acheter cette obligation du Trésor, ce qui va faire baisser les taux à long terme. Et si le risque diminue, alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir de prêter dans l'économie réelle et ensuite vous allez voir la partie longue s'aplatir. Donc, je ne sais pas si je dirais de manière définitive, vous savez qu'il faut avoir une récession. Mais je pense que c'est une indication de ce que font ces méga banques et ce que les institutions financières font avec leur capacité de bilan. Et c'est quelque chose que vous devez prendre en compte dans l'équation. Oh, absolument. La capacité de bilan est vraiment importante. Et l'une des choses intéressantes, c'est qu'il semble que nous pourrions avoir un certain assouplissement de la réglementation à cet égard, de sorte que les banques pourraient avoir plus de capacité sur leur bilan pour acheter des obligations du Trésor à l'avenir. Maintenant, c'est quelque chose qui a été spéculé sur le marché et vous le voyez un peu dans les prix du marché. Donc, cela va changer beaucoup de choses que nous voyons sur le marché aussi, n'est-ce pas? Comme les banques ont plus de capacité et que cela atténue en quelque sorte le gros déficit budgétaire actuel, je pense qu'il est possible d'avoir un déficit budgétaire en période de récession. Je veux dire que cela arrive, disons que nous voyons cela se produire souvent dans les pays d'Amérique latine, par exemple, en ce moment. Par exemple, maintenant, juste hypothétiquement, je ne sais pas si cela va se produire. Que se passerait-il si nous ne faisons pas que commencer à appliquer les lois sur les frontières, mais que nous commençons réellement à déporter des gens? Si nous avons moins de travailleurs, eh bien, cela va réduire la croissance économique, peut-être même entraîner une croissance économique négative. Maintenant, sur une base par habitant, je pense que cela va probablement augmenter la croissance par habitant puisque vous supprimez une partie, je suppose, de une croissance par habitant plus faible des gens dans le pays. Mais dans l'ensemble, le pays produira moins de biens et de services. Ou alternativement, disons que nous avons une grande guerre commerciale. Tarifs des États-Unis, Canada, Mexique énormément. Et tout le monde riposte et personne ne sait ce qui se passe. Cela pourrait créer un climat de méfiance et un sentiment d'affaires tel que le secteur privé se rétracte beaucoup. Et le secteur privé continue d'être beaucoup plus grand que le secteur public aux États-Unis. Ouais. Et en revenant aux tarifs et en liant cela à la courbe des rendements et à l'action des prix que nous voyons à long terme, parce que tout le monde suppose qu'ils vont être inflationnistes. Et oui, il est vrai qu'ils vont augmenter les prix des choses qui sont taxées, comme une automobile ou les articles que vous achetez chez Walmart ou Home Depot. Objectif de puissance. Mais à moins que les revenus n'augmentent, vous êtes en train de voler. Pierre pour payer Paul. Et cela, il pourrait entraîner une contraction économique très similaire à celle du prix du pétrole atteignant, disons, 120 ou 140. C'est vrai que c'est un coût d'entrée pour absolument tout, mais à moins que les revenus n'augmentent à un rythme très substantiel, cela va à long terme ou à moyen terme réduire l'activité économique parce que le montant que vous devez payer pour l'essence, par exemple, va prendre une part beaucoup plus importante de votre salaire. Et donc, vous avez moins pour acheter les autres choses. Donc, les autres choses baissent en prix. Donc, quand vous regardez l'ensemble du panier de biens, ce n'est pas nécessairement une certitude que vous avez l'ensemble du panier qui augmente. Alors, quelles sont vos opinions sur les tarifs qui sont proposés en supposant qu'ils soient mis en œuvre et comment cela va-t-il impacter ce panier de biens ou peut-être plus important encore l'IPC ou à quoi la Fed prête-t-elle le plus d'attention? Est-ce le cœur? Oui. D'accord. Oui.
Je suis d'accord avec votre évaluation, Georges, et je vais rappeler la dernière fois. Nous avons un moment de déjà-vu, n'est-ce pas? Nous avons en fait traversé cela en 2018 et 2019. Si vous regardez le PC à l'époque, il était d'environ 2%, en fait un peu plus bas. Donc cela ne semblait pas avoir un grand impact sur l'inflation globale des prix à la consommation. Cela semblait avoir un impact notable sur la croissance, n'est-ce pas? Tout le monde n'avait aucune idée de ce qui se passait. Et donc les entreprises se sont rétractées. Il y avait moins d'investissements et cela semblait ralentir l'économie. Maintenant, les gens se retournent vers cette période et ont réalisé beaucoup d'études juste pour essayer de comprendre quel a été l'impact des prix de ces tarifs. Et il y a une équipe de chercheurs qui a collecté plus de 100 000 prix en ligne juste pour essayer de comprendre, vous savez, quelle est leur inflation, vous savez ce que, ou pas, et de manière générale, non, il y avait certains articles comme les machines à laver. Ils ont vraiment augmenté en prix. Mais en regardant simplement le niveau des prix à la consommation, comme vous l'avez mentionné, Georges, le niveau général de l'inflation des prix, il n'a pas vraiment assez augmenté. Ce qui semble s'être passé, c'est que oui, il y avait un prix de tarif qui devait être payé par quelqu'un. Il a été payé par les entreprises importatrices. Donc les marges des entreprises se sont contractées et elles n'ont pas répercuté ces prix sur les consommateurs. Donc, cela pourrait arriver cette fois-ci. Je ne sais pas. Une des choses que j'entends souvent, c'est que beaucoup d'entreprises estiment que les consommateurs sont à bout, donc ils n'ont pas l'impression de pouvoir augmenter les prix davantage. Et je vais aussi souligner que les bénéfices des entreprises ont été plutôt sains ces dernières années. Donc, ce que nous pourrions réellement voir, c'est une sorte de rééquilibrage de l'économie où les consommateurs, les producteurs, les entreprises ont des bénéfices plus petits. Le gouvernement collecte plus de revenus de tarifs et peut-être que cela est dépensé ailleurs. Des réductions d'impôts ou aux agriculteurs ou pour rembourser la dette. Donc, je pense que c'est ce qui pourrait se passer cette fois-ci. Maintenant, pour être clair, les tarifs cette fois-ci, jusqu'à présent, semblent être beaucoup plus importants que la dernière fois. Ouais, c'est pour ça que je me bats contre le terrorisme mondial, partout. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il y a définitivement un potentiel pour que les prix augmentent. Mais encore une fois, c'est le niveau des prix plutôt que le taux de changement sur lequel je me concentrerai. Donc, ouais. Ouais, quand tes marges sont, disons, de 10%, tu peux absorber un tarif de 2%. Mais tu ne peux pas absorber un tarif de 25%. C'est une grande différence. Penses-tu que le dollar a joué un rôle là-dedans? Parce que je n'ai pas le graphique devant moi, mais je pense que le dollar était en hausse. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus l'autre jour, disant que si tu voyais le dollar monter à un certain niveau, cela pourrait complètement compenser le tarif parce que ce producteur chinois, il se fiche de son profit en dollars. Il se soucie juste de leur profit et de leur yuan. Salut les gars, j'aimerais vous inviter personnellement, chacun d'entre vous, à assister à la conférence Rebelle Capitalist Live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année et qui vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela, l'avouer, n'est à accroître votre liberté personnelle et votre autonomie. Et cela vous aide également à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, d'autres rebelles capitalistes. C'est à Orlando le 23 mai jusqu'au 25. Les intervenants des années précédentes ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, pour obtenir vos billets le plus rapidement possible et découvrir qui parle à la conférence Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première, si vous achetez vos billets plus tôt que tard, vous pouvez bénéficier d'une réduction, car à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant et procurez-vous vos honest billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai.